りは戦士魔人を打ち心奪わるマーモが皇帝ベルトと知る一人はドワーフ今は滅びし死の国忘ることなき終わりを Les dessinateurs des chroniques de la guerre de Lodos ont donné un peu de finesse à leurs personnages. L'animation l'a en grande partie gommé. À part les méandres de chevelure, les tentacules obsessifs de l'art japonais, nous n'avons dans l'ensemble que des figures de convention, copiées du répertoire occidental. Des vignettes de jeux de cartes en somme. Eh bien c'est l'occasion de dire ces cartes comme les cartomanciennes, car à chacun des tarots son histoire. Celui-ci vient de la forêt germanique, celle-là de la lande bretonne. Tel autre est manifestement citoyen d'Hollywood. Prenons celui qui donne le ton, le plus aventureux, le valet de cœur, l'intrépide dans la force de l'âge, comme on dit. Son prestige remonte à l'aube de la civilisation. La férocité, l'effroi qui hante toutes les cultures, à toutes les époques, montre que nous sommes encore marqués par ces temps obscurs où nous étions des proies avant d'être des prédateurs. On divinisa les fauves pour les amadouer, et puis on apprit à s'en débarrasser. D'où les demi-dieux capables de nous délivrer de ces nuisances que relate la mythologie. Et alors, l'homme se célébra lui-même. C'est son propre corps qu'il installe désormais au fronton des temples. Palestres, olympiades, statuaires. Pendant 1000 ans, dans la lumière méditerranéenne, comme jamais ni avant, ni depuis, ni ailleurs, on admira la force et l'harmonie de ce corps dénudé. Il fallait être barbare pour se montrer fagoté. Cependant, l'humanité aussi a ses fauves. Vaillance et agilité ne suffisent pas. Le petit caillou qui, en abattant la brute, donne la puissance et la gloire au jeune et frêle David, deviendra, siècle après siècle, dans ses images les plus célèbres, le symbole de l'intelligence et du savoir. Les fagotés finirent pourtant par l'emporter. Pour un temps, le Nord triomphera du Midi dans le désordre. Mais l'empire de Charlemagne se réclamera d'un ordre encore plus ambitieux que le règne de la force et de l'intelligence. Un ordre où, selon la sainte formule, les premiers seraient les derniers. Et c'est alors que naît la chevalerie. Un corps de métier où de jeunes hommes vouent, au moins en principe, leur vaillance à la défense d'un idéal moral. Combattant équestre par définition, sa monture exige du chevalier plus de force et d'habileté qu'on en demande à la piétaille. L'entraînement du jeune homme dure des années. Il est inséparable d'une formation morale. Une longue retraite spirituelle précède son investiture solennelle, l'adoubement. Ces centaures nobles, handicapés à terre par leurs lourdes armures, sont le corps blindé du seigneur féodal et l'élite de sa cour. Et c'est ainsi qu'ils en viennent à rejeter la rudesse générale des mœurs. La femme n'est plus cette perverse femelle, créature du démon. Alors que la vaillance se retrouve prisonnière de l'amour, la femme est objet de respect et des raffinements du roman de chevalerie et de la poésie courtoise.
mais que cette longue tradition littéraire ne nous masque pas la réalité. Épluchons cette armure, ces pièces fonctionnelles, la finesse de la cotte de maille. Une fortune, au taux des métiers d'art aujourd'hui. Les artisans hautement qualifiés, sans lesquels les hauts faits seraient impossibles, les imagiers d'alors ne nous les montrent pas. Le nain, si, 2 ou 3 siècles plus tard, la mine aussi noble qu'un chevalier. Ce chevalier, qui est la Formule 1 de la métallurgie médiévale, est aussi le représentant d'un terroir et d'une lignée. Ce que disent les armoiries qui l'emportent jusqu'à Jérusalem, c'est une figure d'excellence adaptable aux archanges eux-mêmes. Avec les tournois, l'art martial devient spectacle, sous les couleurs de la bien-aimée. La chevalerie, toute dévouée aux dames, était évidemment exclusivement mâle, et pourtant, le plus célèbre des chevaliers, eh bien c'est une fille. Cependant, malgré la tendre admiration du bâtard d'Orléans, le jeune et beau Dunois, ce n'est pas encore le temps du féminisme. Les innombrables et toutes fantaisistes images de la Sainte marquent simplement le fait que ce chevalier-là, avec autant de bon sens que de piété, réussit depuis 5 siècles à placer sous cette bannière, seule image authentique, à gauche comme à droite, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Avec l'artillerie et les grandes découvertes, les temps changeaient. Plus personne ne représenta l'idéal chevaleresque, pas même Christophe Colomb et ses compagnons de fortune, qui ne furent jamais que de vulgaires, rapaces et sanguinaires conquistadors. Le célèbre plumet blanc d'Henri IV sera le dernier panache de la chevalerie. Et le dernier chevalier, celui à la triste figure, se battait contre des moulins à vent. Tout aussi glorieux d'ailleurs à sa façon. Mais les prolongements de l'esprit chevaleresque ne se trouvent pas seulement dans Cervantes. Au fin fond de la Chine du XVIIIe, une princesse chinoise veut encore se faire peindre en armure médiévale. C'est que jamais, depuis bientôt un millénaire, n'est apparue figure humaniste plus inspirée que cette conjonction de la jeunesse, de la vaillance et de la grandeur d'âme. Aucun artiste n'a créé depuis l'égal des visages de Chartres, du Saint-Georges de Donatello, avec lequel il est cruel, camarade Parne, de te confronter. Mais c'est la règle du jeu. On t'a fait jouer, mal à propos peut-être, la carte du chevalier. Et c'est bonne guerre que de te demander, comme au théâtre, « Rodrigue !» Nous ne la prendrons pas sur l'heure. Les cartes le diront peut-être une prochaine fois.